Donc je vais introduire en 5 minutes la session et après je suis le premier orateur de la session, donc je me suis mis la bonne place et après on aura des choses assez passionnantes. Un petit mot là, donc j'étais à un Global Forum récemment, c'est une sorte de Davos du numérique, c'était en Finlande, un pays très numérisé d'ailleurs qui fait des très belles choses. C'est peut-être le dernier pays où on sait faire de l'électronique en Europe, bon je suis un peu méchant mais il y avait un patron finlandais qui nous avait mis une planche en nous mettant Big Data c'est déjà du passé. Donc je suis désolé pour vous. Donc on a fait tout un cirque autour du big data. Il dit c'est le passé. Et d'aujourd'hui le présent c'est le machine to machine. Donc on a une chance, on aura un exposé sur le machine to machine. Comment les machines parlent aux machines, est-ce qu'elles parlent de manière sécurisée ou pas. Et il dit l'avenir c'est l'internet de n'importe quoi. Donc tout va être connecté. Donc ça rejoint le débat de tout à l'heure. Et il dit ce qui va être important dans tout ça. Alors j'ai pas le petit truc pour faire avancer. Ce qui est important, ça va être toutes ces applications. Tout va être apps. Alors, je ne sais pas si c'est 500, ça doit être des milliards d'applications, des millions, pas des milliards. J'imagine pas que tout le monde se mette à programmer, donc ça doit être ça. Hein, j'ai toujours quelques difficultés avec les trillions à la sauce américaine, etc. Donc, bon, voilà. Donc, le futur, c'est ça. Donc, un petit mot sur comment ça va se dérouler. Donc, je vous présenterai, moi, quelque chose de très pratique, qui est un essai dans un IRT, donc un institut de recherche technologique, d'implémenter un système du futur. Et puis, on a essayé, je vous présenterai un petit film à la fin, où je vous montrerai comment on peut attaquer ce genre de système. Donc, on a essayé un peu de théâtraliser les cyberattaques, parce que les gens n'y croient jamais aux cyberattaques tant qu'ils ne les ont pas vues, ou tant qu'ils n'ont pas vu les conséquences. Donc, on a essayé de faire ça. Donc, attendez, j'avance, voilà. On aura après, on a dit, donc le présent, c'est les machines qui parlent aux machines. Donc Thierry Montel, qui est à Toulouse, nous parlera d'une plateforme ouverte, ça c'est très important, de l'open source qui va permettre de connecter les machines. Après, on a quelque chose d'intéressant sur le hardware. Donc ça, c'est un spécialiste du LETI, vous savez, c'est là où on a nos meilleurs spécialistes, ça doit être à Grenoble, j'imagine. Et donc, sur le LETI, c'est qu'on va nous dire, tiens, les petits objets, ce matin, Thalès disait, les petits objets, il faut les sécuriser. Security by design, le rêve, le Graal, toutes ces choses-là. Moi, j'ai quelques doutes, donc je suis très intéressé par cette présentation-là. Juste sur le hardware, on a parlé ce matin aussi, passage du 24 nano au 10. Alors, ça fait longtemps que je dis que la cyberdiversité est en berne. Il faut savoir que dans le monde, il y a que 2 équipes de physiciens qui savent faire des fonderies silicium. Il y en a une qui est chez IBM, c'est celle qu'utilise notre champion européen, là, qui est ST Microelectronics, et puis il y a TMSC ou TSMC qui est une boîte taïwano-chinoise, donc qui fait le silicium. Moi, je pense que si on veut revenir en Europe sur ces sujets-là, il n'y a qu'une piste, mais j'en entends plus beaucoup parler, c'est de passer à l'après-silicium, vous savez, les graphènes, silicènes, tous ces machins-là. Donc il y a des choses qui ont été lancées, mais j'en entends plus parler, donc est-ce qu'on a abandonné l'idée de reprendre la main? Peut-être pas, on pourra en débattre tout à l'heure. Et puis on finira par quelque chose qui est une sorte de marronnier, qui est une sorte qui est le privacy. Or, le privacy, c'est très incantatoire. Je vais vous donner ma petite analyse, je ne vais plus vous en parler puisqu'on a un sujet là-dessus. Sur la privacy, nous aussi on travaille, tout le monde travaille sur la privacy. Il faut savoir qu'il y a dans les critères communs de sécurité, il y a une classe de fonctions pour la privacy. Anonymat, pseudonymat, impossibilité d'établir un lien et une observability, c'est-à-dire on ne peut pas être observable. Sur 2020 produits qui ont été certifiés, qualifiés, tout ce que vous voulez, évaluer critères communs, il n'y en a absolument aucun qui implémente une de ces fonctions-là. Donc privacy, pour le moment, c'est que des discours. Hein, il va falloir un jour... une autre idée qui était venue, j'avais discuté avec un responsable de l'IPv6 en Europe, il m'a dit, j'avais lancé l'idée qu'on pouvait faire de l'onion routing pour lutter contre la NSA et toutes ces choses-là. On m'a dit que les opérateurs européens sont absolument opposés à mettre la moindre technique qui pourrait s'opposer aux grandes oreilles. Donc c'est comme ça. Donc on n'en parle plus, mais il y a des techniques qu'on peut utiliser. Je vous rappelle aussi, quand on a lancé Échelon, quand c'est sorti Échelon en 2000, l'Europe avait dit on va faire de la crypto quantique pour se protéger des grandes oreilles. On n'en a plus jamais entendu parler depuis. À l'époque, j'avais dit d'ailleurs que ça ne marcherait pas, mais personne ne m'a ni écouté ni entendu. Bon, enfin, voilà. Alors, si on va un petit peu dans les objets, j'en ai ramené un. Donc là, je vous montre 2 exemples d'objets communicants, parce que de temps en temps, c'est intéressant. Ça, c'est un produit fabriqué par une spin-off de Nokia,
puisque la ruine de Nokia dans le téléphone a fait qu'il y a eu plein de spin-offs en Finlande qui font de l'électronique, et il reste une usine qui fait de la belle électronique, et donc c'était un objet qui communique à peu près sur tout et n'importe quoi. Et donc j'aurais voulu faire une démonstration, mais on ne capte pas Internet dans cette salle. Ça aussi, je vous donne une petite piste, si vous voulez éviter les villes intelligentes, il va falloir retourner dans les souterrains, dans les catacombes. C'est très à la mode, hein, souvent ça passe pas les réseaux, donc ça c'est pour les no-life, ceux qui veulent éviter toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors, le petit objet qu'on voit là, il y en a un petit, tout petit, qui fait 3 grammes, c'est un produit chinois, il s'appelle ESP01, il est Wi-Fi, il est intelligent, il a un header, il a Whipping header, etc. 3 grammes, donc pour le moment il n'y a pas de sécurité là-dedans, je ne vois pas très bien ce qu'on va pouvoir y mettre à ce prix-là, quoi. Ça coûte 2 €, hein. Mais c'est un objet qu'on verra partout. Et l'autre, là, ça c'est un peu plus cher, c'est 230 €, donc c'est un démonstrateur technologique. Il y a tous les types de capteurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Il fait quoi? Il fait du GPS, il fait du Wi-Fi. Là, je l'utilise, moi, quand je l'utilise en Wi-Fi et je passe par mon smart qui fait modem. Hein, donc j'ai joué avec dans la course ce matin en arrivant. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en jouant. Donc ça a plein d'applications. Comme c'est les Finlandais, ils mettent ça surtout dans le sport, sur les chiens, sur toutes ces choses-là. Et donc voilà, alors je vous montre les capteurs, j'ai fait ça ce matin. Donc dans les capteurs, il y a, si on va très vite, il y a un gyroscope, un magnétomètre, un accéléromètre, un senseur de pression, un truc qui regarde la luminosité, température, humidité. Il y a une dizaine de capteurs, et donc j'ai fait ça ce matin dans la cour. Je l'ai sorti de ma poche, c'est pour ça que vous avez les 22 degrés. Hein, c'est pas la température de la cour. Mais vous voyez, il a très bien vu. Alors, ce qui consomme le plus là-dedans, c'est le GPS. Bon, voilà un objet connecté, et il y en a d'autres. Par exemple, Libellium, c'est une société, ils vendent aujourd'hui un objet où vous pouvez coller 100 senseurs différents. Donc, on peut commencer à jouer avec tout ça. C'est dans des écosystèmes très intéressants, Arduino, Raspberry. Ce qui est très intéressant dans ces écosystèmes, c'est que nos jeunes, qui sont un peu passionnés, se remettent à faire de l'électronique. C'est une bonne nouvelle. Hein, de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la sécurité de ces choses-là, avant que je passe à ce qu'on fait nous? Les premiers documents qui étaient sortis, c'était sur la grille électrique américaine. C'est le NERC qui avait sorti ça. Le document, je l'ai téléchargé la semaine dernière, il fait plus de 4000 pages aujourd'hui. Il y en a à peu près un quart qui sont consacrés à la cybersécurité. Donc il faut respecter tout ça. Je ne sais pas comment d'ailleurs les gens arrivent à lire ça. Et donc vous avez ce document-là qui existe, etc. Parce que si vous lisez les Cyber Wars de Clark, les premiers scénarios, c'était les Chinois vont couper l'électricité aux États-Unis. Ils sont dans la grille, etc. Donc c'est tous ces scénarios, c'est tous ces films, toutes ces choses-là. À côté, il y a un autre rapport qui est très intéressant, qui est sorti il y a la semaine dernière, je crois. C'est un rapport sur la vulnérabilité des centrales nucléaires. Alors là, c'est fait par c'est très curieux, c'est du Chatham House, mais fait par des experts anonymes. Vous n'avez pas le nom dedans. Il y a même un Français qui travaille dans le sud de la France sur l'effacement de données. Alors, je ne sais pas qui c'est, il est peut-être dans la salle. Et donc, vous avez des sujets tabous comme ça. Et ils ont sorti un rapport en disant les centrales nucléaires sont vulnérables à des attaques logicielles. C'est bien fait ce rapport, mais ils n'ont pas signé, ils n'ont pas osé. Donc, les systèmes, c'est du tabou. Alors après, quand on fait de la sécurité, on commence toujours, je fais ça depuis 30 ans, on regarde ce que fait le NIST. On commence toujours par regarder ce que fait le NIST. Et donc, sur les smart grids, les smart meters, tous ces machins-là, ils ont fait un document qui est très très bien, où vous avez ce genre de schéma qui montre que c'est un problème difficile avec plein d'opérateurs. Il y a une évaluation du risque sur une méthode très tradie, donc voilà. C'est un document aussi qui fait il y a un certain nombre de pages. Et puis vous avez un autre schéma qui dit, voilà, il va falloir s'occuper de tout ça. Donc c'est simplement pour vous montrer que ça ne va pas être simple de sécuriser ce genre d'objet. Bon, maintenant je retombe sur Terre, donc ça c'est les documents du NIST, hein, donc après ça fait plein de petits, hein, tout le monde va faire ses recommandations, ses rapports, ses machins, mais le document du NIST est intéressant, hein, on travaille avec, donc c'est une bonne base. Alors je passe un peu à ce qu'on fait nous à Systemix. Donc Systemix, c'est un institut de recherche technologique, c'est quelque chose qui est né assez récemment avec les investissements d'avenir, donc je ne vais pas vous décrire ce que c'est un IRT, il y en a un qui est consacré à l'ingénierie numérique des systèmes complexes, donc il est sur le plateau de Saclay. Il est en face du grand centre de recherche d'EDF qui va ouvrir à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous voyez, c'est là-haut, quoi. Il y a beaucoup de grues, les routes changent tous les jours, il y a de nouvelles routes. Donc c'est quelque chose qui se développe. Alors, un IRT, ça fonctionne avec un cofinancement industriel et public. Et puis il y a une autre façon de travailler qui est colocaliser les gens, donc travailler entre plusieurs industriels, de mettre des gens dans le même bureau et de les faire travailler intelligemment, c'est ce qu'on
ensemble. Alors le général parlait de territoire intelligent, donc on est déjà là-dedans, hein, c'est une des thématiques. Et moi, je m'occupe d'un projet qui s'appelle EIC, Environnement d'intégration et d'interopérabilité en cybersécurité. J'utilise encore le mot cybersécurité, mais demain, vous savez peut-être que le Premier ministre va annoncer qu'une nouvelle stratégie de sécurité du numérique. On va peut-être réussir à se débarrasser du terme cybersécurité, de tous les termes mots-valises en cyber. Je vous invite d'ailleurs à lire les excellents livres de Daniel Ventre, où il fait une analyse de tous ces vocabulaires pour montrer que ce n'est pas totalement neutre. Moi, j'aime beaucoup sécurité des systèmes d'information, hein, le vieux terme défini en 86 en France. Par contre, je n'aime pas, bien sûr, sécurité de l'information, ça c'est russo-chinois. Mais le vocabulaire est important. Donc on est encore dans du cyber, donc on fait du cyber, et puis voilà. Alors le programme, ici je vous montre les partenaires. Donc il y a des gros industriels. Il y a un partenariat assez particulier, il y a une convention entre l'IRT et l'ANSSI pour construire une plateforme sur des systèmes civils. Et donc ça va mobiliser tous les projets de l'IRT, puisque je vais vous montrer tout de suite ce qu'on fait. Il y a une petite société qui fait aussi du security by design, qui fait du noyau prouvé. Et je vais vous expliquer un petit peu où on essaie de placer ce noyau prouvé pour montrer que c'est une des pistes, mais que ce n'est pas la seule. Donc si on prend les cas d'usage, on en a déjà parlé, c'est bien sûr les smart grids avec leur smart meter, c'est le véhicule connecté pour le moment et qui va bientôt prendre son autonomie comme les robots dont on parlait, c'est l'usine qu'on appelle 4.0, c'est l'usine où il y aura peut-être que des robots, il y aura peut-être plus de gens, mais c'est tout ce qui est imprimerie 3D, nouveaux processus, il y a des gens qui travaillent là-dessus, nouvelle algorithmie, et puis bien sûr il y a l'internet de n'importe quoi qui est derrière. Alors on a essayé de travailler sur quelque chose de concret. Un de nos partenaires, c'est Engie. Donc, ce n'est pas EDF qui est en face. Et Engie nous a dit, voilà, on a étudié dans le cadre d'un projet européen 85 cas d'usage pour ces systèmes dans le futur. Et donc, on en a pris un, c'est le numéro 10. C'est un système, c'est très simple à comprendre. C'est la voiture qui sera, on l'espère, électrique, qui va rentrer, toutes les voitures vont rentrer à 19h à la maison, après le travail. Et il va falloir répartir la charge. Pour ça, il faut mettre dans les maisons une capacité de stockage. On appelle ça des microgrids. Pour le moment, moi, je produis, j'ai des cellules photoélectriques sur le toit de ma maison à Palaiseau, je produis, mais je donne tout à EDF. À un moment donné, peut-être dans le futur, j'aurai le droit de stocker. Et donc, il s'agit simplement, le système intelligent va faire des économies d'énergie parce qu'il ne va pas recharger toutes les voitures à 19h, il va la recharger entre 19h. Et par exemple, j'aurais dit sur mon smartphone, je reprends, parce qu'elle viendra me chercher, elle sera peut-être garée ailleurs, elle viendra me chercher à 8h du matin. Et donc, le système sait qu'il faut la recharger entre 19h et 8h, et il va la recharger à 3h du matin. Voilà le cas d'usage. Alors nous, bien sûr, comme on se met dans la peau d'un attaquant, donc on a essayé de construire ce système avec tout ce qu'on trouvait sur Internet de données. Vous prenez les CV des gens qui travaillent chez tous ces opérateurs. Là, il y a 3 ou 4 opérateurs dans ce schéma-là. Vous cherchez sur Internet, vous trouvez les technos, les machins, et c'est ce qu'on a essayé de reconstruire. Donc on a imaginé une attaque qui partirait de l'entertainment de la voiture. Typiquement, vous utilisez votre smartphone et vous injectez quelque chose dans la voiture. La voiture qui va dans le fossé, vous avez tous vu ça cet été, quoi. Donc ça existe. Ça remonte vers la maison et on a imaginé que ça pouvait remonter chez l'opérateur et pourquoi pas remonter sur le réseau électrique et puis faire sauter le réseau électrique, arriver à ce qu'il y a dans le bouquin de Clark qui est le blackout, quoi, le truc ultime. Bon, donc on a plutôt essayé d'imaginer une attaque qui pourrait être virale, qui pourrait être effet domino. Il y a d'autres types d'attaques que je vais vous montrer tout de suite. Bon, alors derrière, on a défini ce programme, on l'a mis en tâches. Donc vous voyez, c'est assez mal fait parce que ce qui est en vert, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment démarré. On a démarré les choses en rouge. Bon, je passe dessus, mais il y a par exemple menace IoT, il y a architecture sécurisée, c'est security by design, et sécurisation des architectures. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va mettre des rustines sur des systèmes qui n'offrent pas peu de sécurité. Il y a aussi la privacy, toutes ces choses-là. Bon. La feuille de route, c'est toujours la même qu'on va employer, c'est-à-dire on fait un peu de renseignement comme le ferait un attaquant pour savoir comment ça marche. On va chercher des vulnérabilités dans des composants et on va essayer de les exploiter. Une fois qu'on les a exploités, on va proposer, comme on fait d'habitude, de mettre de la sécurité au bon endroit. Pas partout, parce qu'il ne faut pas rêver, il y a beaucoup d'objets qui ne seront pas connectés. Alors je fais un petit zoom là-dessus. Derrière, on va mettre une plateforme. C'est la plateforme qui est financée par l'ANSSI, avec 3 étages. Un étage du bas qui sont tous ces objets qui envoient de la donnée, des
des logs de sécurité, tout ce que vous voulez, des traces. Au milieu, il y a un middleware qui va mettre toutes ces traces dans un format exploitable. Et puis au-dessus, vous avez tout l'outillage du big data qui permet de détecter, par exemple, des comportements anormaux, de faire du machine learning, de l'analytics, tout ce que je vous a montré très très bien d'ailleurs Thales ce matin. Hein, donc on essaie d'implémenter quelque chose qui est sur la philosophie de ce que vous a montré Thales. Et donc dans la plateforme, on s'est rendu compte que dans ce monde-là, aujourd'hui, il y a très peu de normes, il y a très peu de choses, donc il y a une très grande versatilité des technologies. Et donc on essaie d'avoir une plateforme ouverte à toutes ces technologies. On pourra, bien sûr, quand on y connectera une voiture connectée, elle sera dans un état qui n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Alors je vous donne bon, on va essayer de valoriser tout ça avec nos partenaires. Bon, je passe dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on trouve comme technologie à la base. C'est là où je vous dis les objets aujourd'hui ne sont pas sécurisés. Bon, on trouve par exemple ici, c'est du Raspbian, du LoRa. LoRa, c'est des technologies radio qui ne sont pas de l'IP. Donc on savait sécuriser de l'IP, il n'y a pas grand-chose, on sait faire du TLS, des choses comme ça, mais on sort de l'IP, donc on rentre dans un nouveau monde qui n'a pas été conçu pour la sécurité. Je fais d'ailleurs une parenthèse, si vous prenez la norme G5, j'ai compris aussi que la sécurité, ce n'était pas l'objectif numéro 1, c'était l'objectif numéro 2. Quand c'est l'objectif numéro 2, la sécurité, c'est qu'on va avoir des ennuis. Quand ce n'est pas l'objectif numéro 1. Bon, vous avez ce genre d'objet. Vous avez ici, par exemple, Freescale, on essaie d'exploiter ce qu'on appelle une trust zone, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre des puces à la mode Gemalto dedans, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler complètement en logiciel pour sécuriser ces objets-là. Alors, il y a des technologies qui arrivent, des choses. Donc, là, par exemple, sur cette Freescale, on essaie de monitorer la trust zone pour y mettre un noyau prouvé. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Après, on a ici, ça c'est Gemalto, c'est aussi de ce genre. Donc on joue avec des objets comme ça. Par exemple, je prends un exemple, ça c'est un travail qu'on a déjà fait. On a regardé les protocoles qui ne sont pas tous au même niveau et on en a écarté certains, ceux qui ne sont pas en vert, on ne pourra pas faire de la sécurité. Donc déjà, vous pourrez faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de sécurité avec des objets qui sont en rouge ou en orange. Donc on essaie de... Alors on fait aujourd'hui beaucoup de MQTT, parce qu'on utilise ça pour faire communiquer des objets, on verra ça après. Et donc je vous donne un exemple, donc on va essayer de caler sur une architecture que je vais vous montrer, là, qu'on a simulée, on va essayer d'y cacher, d'y mettre de nouvelles architectures de sécurité. Donc ça c'est une idée il faut rendre la sécurité transparente. Alors là l'idée derrière ça, c'est qu'un objet, vous n'allez plus l'authentifier. Il n'y a pas besoin de dire que c'est l'objet de monsieur untel. Il y aura des objets qui n'auront pas d'identité. Ils auront tous une adresse IP, ça c'est sûr, V6 de préférence. Mais vous allez par exemple leur mettre en place une architecture où ils pourront aller chercher des tokens de sécurité. Et avec ces tokens, ces clés, ça sera des clés, l'objet aura le droit de faire des choses ou pas le droit. Et quand vous allez monitorer ces systèmes, vous pourrez de manière dynamique ou peut-être même de manière automatique enlever des droits des objets qui ont été piratés, hackés, tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on essaie de construire. C'est des nouvelles architectures. C'est un objet a le droit de faire des choses et ce droit-là doit être réduit. Et à un moment donné, vous lui enlevez ce droit parce que cet objet a été piraté et que de toute façon, il n'y a pas moyen de le corriger ou de le mettre à jour. Voilà le genre de choses. Alors la voiture connectée, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, dans une voiture connectée d'aujourd'hui, vous avez une 60aine de processeurs. C'est beaucoup trop. Et donc, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent à System-X sur des nouvelles architectures de sécurité avec des processeurs qui font à peu près tout et où il va falloir gérer du cloisonnement, de la sécurité, de manière totalement logicielle. Je ne détaille pas, mais c'est un sujet qui est en cours. Il y a déjà des documents d'ailleurs qui ont été publiés sur le site. Vous pourrez aller voir. Alors, le Graal ultime, bien sûr, pour faire de la privacy, là on travaille avec le CEA et je vous indique d'ailleurs que le 13, il y a une journée de l'ARCSI et je ferai venir Renaud Sirdet qui travaille avec nous. Il fera une démonstration, peut-être la première démonstration publique de chiffrement homomorphique en France. Donc, si vous voulez voir comment ça marche, vous venez le 13 à la journée de l'ARCSI, je ne sais pas où c'est, mais vous trouverez l'information. Et donc, ce qu'il essaie, par exemple, dans l'homomorphe, c'est de faire de la classification de données. C'est pour la cybersécurité. Ça commence à marcher, il y a des choses qui progressent. C'est très très lourd le chiffrement homomorphique. Pour chiffrer un bit, il faut 100 000 bits, et puis après, il faut une puissance de calculatoire assez considérable pour faire ces calculs-là. Mais aujourd'hui, par exemple, ils savent déjà déchiffrer sur un Raspberry, qui est un petit ordinateur qu'on utilise partout. Alors je finis par le petit film et par vous montrer le laboratoire qu'on appelle Smart Territories. Donc on a écouté le général, donc on est sur les... C'est vrai qu'il ne faut pas oublier les banlieusards, les gens comme moi qui sont à Palaiseau, qui se croient à la campagne tout en étant à la ville. Donc bon, c'est plus important que ça. Donc on a essayé de reconstituer ce qu'est ce système que je vous ai montré. Alors je fais un petit zoom dessus. On lui a donné un nom un peu chic. D'ailleurs c'est ouvert si vous voulez venir voir ce laboratoire. Moi, on est ouvert à vous le présenter.
présenter. Donc ici, on est parti de la maison, donc vous n'avez pas encore le compteur, le smart meter, le Linky, l'intelligent, qui n'est pas encore déployé. Vous avez un compteur que vous avez aujourd'hui chez vous. Ce compteur remonte des données vers un modem, vers un concentrateur, et ce concentrateur, on s'est rendu compte, on a pris le contrôle de ce concentrateur en 3 heures de temps. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, comme on sait que le mot de passe route, c'est souvent le nom de la boîte, ou c'est route, ou c'est admin, on prend le contrôle de ces objets encore plus vite. Hein, tous les objets qu'on a vus étaient de ce niveau-là. Donc bon, il n'y a pas besoin d'avoir... Bon, enfin bref, ça se fait facilement. Et donc, on a essayé de substituer ce concentrateur parce qu'on pense qu'il faut d'abord sécuriser le concentrateur du quartier. C'est lui qui va remonter la donnée, qui concentre sur un certain nombre de maisons, d'immeubles. Et donc, on a une première version qui est une passerelle sécurisée. On a mis des bonnes pratiques. Et puis, on essaie de développer un concentrateur qui aurait un noyau prouvé. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est ici, voilà, vous avez ces deux choses-là. Après, vous avez ici donc la ville, le quartier, hein, qu'on a... Donc, c'est des machines qui sont interconnectés, tout ça, ça fonctionne. Derrière, vous avez le SI d'Engie ou d'un opérateur avec une fonction facturation. Il y aura bien sûr de la fraude à la facturation sur les mais ça ne nous intéresse pas à ça. C'est-à-dire les gens qui vont hacker les compteurs pour frauder, c'est moins notre problème que les effets systémiques, système de système, comment ça peut faire tomber le réseau. On est plutôt dans cette optique-là. Ça peut embêter les opérateurs si tout le monde se met à tricher sur sa facture, mais ça va se détecter d'ailleurs, hein, par du comportemental, par des choses comme ça. Et puis alors derrière, donc vous voyez, il y a toutes les fonctions d'un SI. Et puis derrière, l'écran, là, c'est ce qu'on appelle le socle du futur, c'est-à-dire le système qui va monitorer tout ça. Donc on essaie de développer de nouvelles fonctions qui vont... à l'IRT, on est là simplement pour lever des verrous technologiques. Après, c'est nos partenaires qui vont commercialiser ça, qui vont faire des offres. C'est pas à nous de faire ça. Donc on fait simplement du proof of concept. Et puis après, donc vous voyez ici, alors, la démo, vous allez la voir. Donc on prend le contrôle du concentrateur de quartier et on va faire croire au système qu'on a des besoins, qu'on va beaucoup tirer sur le réseau. Et derrière, on a simulé tout ce qui produit de l'énergie. Alors, on a mis toutes les énergies qui vont bien, du nucléaire jusqu'à l'éolien, etc. Et donc, je vais vous montrer le petit film. Et donc, je vais vous montrer comment, en perturbant les données du système, et on a confronté ça à des gens qui connaissent ces systèmes-là. Et donc, les systèmes vont tirer sur des unités de production. Il y a des unités de production d'électricité qui vont se mettre en route. Et si, par exemple, c'est une attaque virale au niveau de la France, on peut peut-être imaginer que ça va faire s'écrouler le réseau. Bien sûr, on fera tout ce qu'il faut pour mettre la sécurité pour que ces choses-là n'arrivent pas. Pour le moment, on a fait une théâtralisation d'une attaque. Bon, j'arrête là-dessus. Et puis, derrière, il y a de la domotique aussi qu'on regarde, il y a de la robotique. Donc, c'est un sujet assez riche. Là, je propose qu'on lance le petit film. Il y a un petit film, simplement qui vous montre, voilà, c'est ça. Je l'ai filmé hier, hein, donc j'ai filmé ça avec mon smart, hein, donc c'est pas très professionnel. Donc ici, vous voyez, donc on va ici attaquer le système en prenant le contrôle du concentrateur et on va envoyer des données fausses dans le système. Et là, pour le moment, vous avez une unité de production, on a matérialisé ça par un petit ventilateur et vous allez voir, ça va tirer sur le réseau et donc il y a des unités de production qui se mettent en route. Et donc, on a simulé tout ce système-là. Ce système n'est pas uniquement pour faire du théâtre, c'est aussi c'est notre champ de travail. On travaille sur ce système-là. On met dans les Raspberry, il y en a plein, on essaie de mettre des choses qui sont assez proches, très proches du réel, sachant que derrière, il y a aussi tout un travail qui se fait sur la simulation. C'est-à-dire que là, on a un petit système, on va essayer de simuler, au lieu d'avoir un concentrateur, on va essayer d'en simuler 1000, 10 000, et voir quels sont les effets globaux et comment on les observe sur le socle. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer et on répondra aux questions à la fin.